Du recrutement et de l'espionnage russe directement sur le site Le Bon Coin. L'histoire est assez incroyable, vous allez le voir. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, j'espère. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, la semaine dernière, la DGSI, donc le renseignement intérieur français, a alerté sur la présence d'espions russes sur plusieurs sites de petites annonces. Des sites comme par exemple Le Bon Coin, avec des espions russes qui tenteraient sur ces sites d'approcher certains utilisateurs qui postent des annonces. Alors selon le journal Le Monde, au moins une douzaine d'approches ont eu lieu ces dernières années, utilisant d'ailleurs presque à chaque fois le même procédé pour cibler, je cite, des profils tendres mais à haut potentiel. Mais alors vous allez me dire en quoi consiste ce fameux mode opératoire des services secrets russes sur des sites comme Le Bon Coin. Bien en fait, les agents russes du SVR, qui est donc le nouveau nom du KGB, donc le service de renseignement russe, ciblent en fait des annonces pour des cours particuliers qui peuvent être proposés sur ces plateformes. Et en général, les cours qui sont ciblés, ce sont des cours qui sont donnés par des jeunes diplômés de grandes écoles qui cherchent donc à gagner un petit peu d'argent en donnant des cours particuliers de maths ou d'autres matières. Le journal Le Monde raconte par exemple comment un soi-disant consultant de nationalité tchèque qui voulait parfaire ses connaissances sur des sujets techniques a commencé à prendre des cours de mathématiques avec un jeune ingénieur français qui avait donc posté une annonce disant qu'il était disponible pour donner des cours. Or ce soi-disant consultant tchèque, c'était en fait un agent des services de renseignement russes, un agent qui portait le nom de Valentin Vladimirovitch Zakharov. Mais alors pourquoi ces agents russes veulent à tout prix prendre des cours de maths sur Le Bon Coin avec des jeunes ingénieurs? L'objectif principal, vous l'imaginez, c'est de mettre la main sur des informations confidentielles et sensibles. Alors dans le cas précis par exemple du jeune ingénieur français qui a été ciblé par l'agent russe dont je vous parlais à l'instant. En fait, ce jeune ingénieur travaillait dans une entreprise française de technologie civilo-militaire. Alors la DGSI n'a pas donné d'informations exactes sur le profil de cette entreprise, mais ça pourrait ressembler par exemple à une entreprise comme Thales, une entreprise qui fabrique à la fois des équipements pour des sociétés de transport, mais aussi donc pour des équipements militaires. Vous l'imaginez donc, pour un État étranger, avoir des informations sur une telle entreprise française, c'est absolument stratégique. En fait, dans tous les cas qui sont décrits par le journal Le Monde dans leur enquête, le procédé des agents est souvent le même. En fait, ils posent petit à petit des questions qui débordent un petit peu du cadre des cours. Donc là, en l'occurrence, c'est des cours de mathématiques. Et puis, ils commencent à leur demander des rapports ou alors des notes produites par leurs entreprises, parfois contre de l'argent en plus, de façon donc à les persuader de donner tout ça. Et à ce moment-là, évidemment, ils commencent à faire attention à ce qu'il n'y ait aucune trace électronique de ces échanges pour faire en sorte de se protéger au maximum. Dans un cas par exemple, un espion russe a commencé à demander à son jeune prof des notes de synthèse sur des sujets de politique intérieure et étrangère, notamment sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, un projet dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et en fait, pour chacune de ces notes, il proposait une rémunération entre 200 et 300 €, mais sans pour autant donc révéler sa véritable identité et donc révéler qu'en réalité il était un agent des services secrets russes. Plus largement, au-delà de ce jeune qui donne des cours qui est donc ciblé, ces jeunes peuvent avoir eux-mêmes d'autres personnes bien placées dans leur entourage. Ça peut être des amis de grandes écoles là aussi qui donc peuvent travailler eux-mêmes dans des grandes entreprises. Ça peut être aussi dans certains cas des parents qui là aussi peuvent être des cadres dans des entreprises importantes ou alors travailler dans des ministères. Bref, c'est une sorte de porte d'entrée pour ensuite au fur et à mesure se constituer un réseau plus large et pourquoi pas donc avoir une forme de collaboration à long terme. Pour résumer donc, selon la DGSI, l'objectif de ces espions russes est de développer des relations faussement anodines qui, au fil de temps, vont permettre d'exploiter des informations. Et alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi est-ce que ces agents russes ciblent particulièrement des étudiants et des jeunes diplômés qu'on retrouve donc sur ces sites comme Le Bon Coin? Il y a plusieurs raisons qu'on pourrait citer, mais généralement en fait, les jeunes sont un peu plus naïfs et ont une plus faible expérience dans le domaine professionnel. Ils sont donc forcément un petit peu plus faciles à manipuler et ça vaut là dans le cas d'agents russes, mais ça vaut en général pour les agents qui peuvent avoir ce genre de mode opératoire partout dans le monde. Et si ces agents visent particulièrement des diplômés de grandes écoles, c'est forcément qu'ils sont susceptibles d'occuper des postes à très forte responsabilité sur le long terme, d'où l'idée donc de commencer très tôt et de commencer pourquoi pas à nouer une relation de travail importante sur le long terme, de façon après
plus ou moins cachées, plus ou moins discrètes selon les cas et les situations. Il y a un petit point d'ailleurs assez intéressant à aborder. Que risquent en fait ces agents russes s'ils se font démasquer par les services de renseignement français? Et bien en fait, aujourd'hui, la DGSI dispose d'équipes dédiées au contre-espionnage qui ont donc pour but de repérer justement ces agents étrangers, quels que soient les pays qui font ce genre d'opération en France. L'objectif, c'est donc de les prendre en flagrant délit. C'est arrivé donc par exemple en 2020 avec l'agent dont je vous parlais à l'instant. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, lorsqu'ils sont arrêtés, ces agents en général ne risquent aucune peine de prison majeure puisqu'ils agissent sous une fausse qualité diplomatique, c'est-à-dire que officiellement, ils travaillent comme diplomates pour l'ambassade russe en France et donc ils ont une forme de protection particulière. En fait, la pire chose qui pourrait leur arriver, c'est de devenir persona non grata, en gros, personne qui n'est pas la bienvenue. Et du coup, ces agents peuvent être expulsés du territoire avec une interdiction de retourner dans le pays. C'est le cas d'ailleurs du Valentin Vladimirovitch Zakharov dont je vous parlais à l'instant. Mais globalement, mis à part cette interdiction de territoire, c'est à peu près tout ce que risquent finalement ces agents. En tout cas, fait assez intéressant, la DGSI a listé justement les signaux qui doivent éveiller les soupçons face à des élèves suspects. Alors ces personnes qui prennent des cours demandent parfois des demandes de plus en plus précises, ils sont aussi rarement joignables sur leur téléphone, ils demandent par ailleurs à faire des cours dans des restaurants ou dans des bars, mais jamais chez eux, et enfin ils programment toujours oralement les cours, mais donc pas par message justement pour ne pas avoir de traces. Bon, et signe que ce genre d'opération peut arriver relativement souvent, la DGSI fournit aussi un mail pour demander de l'aide, c'est assistance-dgsi@intérieur.gouv.fr. Alors voilà, évidemment les Russes ne sont pas les seuls du tout à faire ce genre d'opération. En réalité, tous les États évidemment disposent de leurs services de renseignement, y compris d'ailleurs à l'extérieur, mais c'est en l'occurrence un cas assez passionnant qui a été révélé ces derniers jours et je voulais donc vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse. C'est un petit pas de côté par rapport à l'actualité chaude qu'on va évidemment voir dans le reste de la semaine. Et je vous laisse donc tout de suite avec Blanche, journaliste au sein de l'équipe, pour les actualités en bref. Juste avant de commencer les actualités en bref, ça vient de tomber, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure de la NUPES, donc l'Union des partis de gauche, sur le projet de budget 2023, à laquelle le Rassemblement national a d'ailleurs apporté son soutien aujourd'hui. Si vous n'avez pas suivi, en fait cette motion de censure a été déposée la semaine dernière après le déclenchement du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter la loi des finances de l'année 2023 sans passer par le vote des députés. En gros, si elle était votée par plus de la moitié des députés, soit au moins 289 élus, elle aurait permis de rejeter l'adoption de la loi en question et de renverser le gouvernement. On commence avec une première actu en Chine. Le président chinois Xi Jinping a été officiellement reconduit ce dimanche pour un 3e mandat à la tête du Parti communiste chinois. Il s'assure ainsi un 3e mandat de président de la Chine en mars prochain, car le Parti communiste chinois est l'unique parti politique en Chine. Et on vous le disait jeudi, c'est très marquant car c'est une première depuis Mao Zedong, fondateur du régime actuel et président de 1949 à 1976. Il faut dire en fait qu'en 2018, Xi Jinping avait fait supprimer la limitation à 2 mandats consécutifs qui avait été mise en place en 1982 pour éviter justement que quelqu'un ait un jour autant de pouvoir que Mao. Et en plus de ce 3e mandat, le président Xi Jinping a considérablement renforcé son contrôle sur le Parti communiste. Il a en effet placé ses alliés les plus fidèles au sein du comité central permanent du parti, un groupe de 7 personnes au sommet du pouvoir dont la composition a été renouvelée ce week-end. Au passage, je voulais vous en parler, il y a une image qui a pas mal fait parler aussi ce week-end lors du congrès du Parti communiste. Hu Jintao, l'ancien président chinois de 2003 à 2013, a été escorté vers la sortie contre son gré. Alors selon les autorités chinoises, c'est parce qu'il ne se sentait pas bien, mais de nombreux médias qui étaient présents sur place doutent de cette version. D'ailleurs, juste après cette scène, son nom a été censuré du réseau social chinois Weibo, l'équivalent de Twitter. Alors on n'en sait pas plus pour le moment, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, le Royaume-Uni a déjà un nouveau Premier ministre pour succéder à Liz Truss qui a démissionné la semaine dernière. Il s'agit de Rishi Sunak, ancien ministre des Finances dans le gouvernement de Boris Johnson. Il était arrivé 2e juste derrière Liz Truss en septembre dernier. Alors il a été désigné dès ce lundi car il est le seul à avoir récolté le parrainage de 100 députés qui étaient nécessaires pour se présenter à l'élection interne du parti de droite conservateur. En effet, si vous ne le saviez pas, au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a la majorité au Parlement qui devient Premier ministre. En l'occurrence, en ce moment, c'est le parti conservateur qui a la majorité. Pour revenir à Rishi Sunak, c'est donc, comme je le disais, l'ancien ministre des Finances, partisan du Brexit, et il est notamment connu pour avoir distribué des milliards de livres d'aide publique pendant la pandémie de Covid-19. D'origine indienne, il devient par ailleurs la première personnalité non blanche à accéder à ce poste au Royaume-Uni. De son côté, l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui hésitait encore à se présenter, on en parlait vendredi, a finalement décidé de ne pas le faire. Troisième info, c'est encore une info politique, mais en Italie cette fois-ci. Emmanuel Macron a rencontré dimanche soir à
Rome Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien, classée à l'extrême droite, qui a été officiellement désignée première ministre ce week-end. Giorgia Meloni, c'est la leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia et son parti s'était allié à d'autres partis en septembre lors des élections législatives pour obtenir une majorité de sièges au Parlement italien. Alors Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à la rencontrer et cette visite a été pas mal critiquée en France, notamment par les partis de gauche en raison du positionnement politique de Meloni. De son côté, l'Élysée a précisé qu'ils avaient discuté de sujets prioritaires pour l'Union européenne, à savoir l'énergie et la guerre en Ukraine, et que c'était le rôle du président français de collaborer avec tous les chefs d'État. A noter également qu'Emmanuel Macron a rencontré le pape François ce lundi pour évoquer la guerre en Ukraine et le changement climatique. C'était d'ailleurs la raison première de sa venue en Italie. Quatrième actu toujours en France, je voulais vous parler de l'appel à l'aide de plus de 4000 soignants en pédiatrie qui dénoncent dans une lettre adressée à Emmanuel Macron la saturation de leurs services dans les hôpitaux alors que le pays est touché par une épidémie de bronchiolite, une maladie respiratoire des bébés. Concrètement, ils décrivent, je cite, une dégradation criante des soins apportés aux enfants qui les met quotidiennement en danger. On peut citer par exemple des soins déprogrammés à cause du manque de lits, des transferts d'enfants en dehors de leur région à des centaines de kilomètres de chez eux, ou encore des enfants hospitalisés dans des services adultes. Les soignants demandent donc à Emmanuel Macron des mesures qui vont durer dans le temps et pas seulement des mesures temporaires dues à la crise. Je vous mets le lien de la lettre ouverte en description. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler du plus gros paquebot du monde, l'Icon of the Seas, dont les premières images de synthèse ont été dévoilées ce week-end par la compagnie américaine Royal Caribbean International. Alors il est actuellement en construction en Finlande et sera mis en service en 2024. Il mesurera 365 mètres de long, soit plus de 3 mètres de plus que l'actuel plus grand paquebot du monde, le Wonder of the Seas, et il pourra accueillir au total 9950 personnes. À son bord, on pourra trouver 8 quartiers répartis sur 18 ponts. Parmi eux, il y aura un quartier appelé Central Park avec de la verdure et des lieux de promenade. On pourra aussi trouver des bassins et des toboggans aquatiques sur son toit. Bref, ce projet pose énormément de questions, notamment d'un point de vue environnemental. Le paquebot consommera a priori du gaz naturel liquéfié, qui est censé être la plus propre des énergies fossiles, mais dont l'impact environnemental est tout de même questionné, notamment par rapport à son acheminement qui est très énergivore et polluant. Merci Blanche, et écoutez, c'est tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Si jamais vous voulez écouter ces actus du jour plutôt que les regarder, eh bien rendez-vous directement sur la version podcast, pourquoi pas, elle est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les applis de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous vous abonnez, et comme ça c'est parfait pour l'écouter dans les transports, vous le savez, c'est souvent pratique. Écoutez, prenez soin de vous en tout cas, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.